Alors, bonjour docteur Chevalier, Bonjour. merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc vous savez qu'on vient dans le cadre de notre TPE Sur les greffes de visage, c'est ça? qui parle, voilà, donc la problématique c'est la face cachée d'une greffe de visage. D'accord. Donc on vient vous voir, vous, parce que vous êtes un médecin plastique, chirurgien plastique, pardon, renommé. Alors voilà, on aimerait des réponses ou plutôt savoir concrètement comment ça fonctionne une greffe de visage. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un long parcours entre le prélèvement d'un greffon et donc la greffe. Mhm. Donc on va commencer par le commencement. Oui, tout Donc, commence pour choisir un greffon, on chez va un d'abord, oui voilà, on va d'abord regarder son groupe HLA. Vous avez déjà dû en parler, non, un peu? Alors, on en a parlé, mais on l'a pas clairement défini. Donc, justement, on comptait sur vous pour en parler plus précisément. Ok, donc ça vient de l'anglais Human Leukocyte Antigens et ça a été découvert en 1958. En fait, D'accord. c'est ce qui est responsable des rejets. Si notre système HLA diffère plus ou moins grandement du système HLA Du greffon. du greffon, voilà, Oui, il y aura un plus gros risque de rejet, ce qui est logique. D'accord. Parce qu'en fait, Oui. c'est les antigènes qui sont responsables du rejet. D'accord. Donc dans Human Leukocyte, donc antigens, c'est ce qui va notre système HLA Oui. va rencontrer un système HLA différent du sien. Donc, Les antigènes Oui. vont aller attaquer ce système HLA d'accord. étranger, voilà, et il va vouloir le détruire. Donc, plus le système HLA est différent, plus le risque de rejet est important. Voilà, c'est pour ça Finalement. qu'il est important de rechercher au sein d'une fratrie ou au sein de sa famille pour avoir le système HLA le plus proche du nôtre. D'accord. Mais bon, après, les nouvelles technologies comme les immunosuppresseurs, les traitements, permettent de réduire ce risque. D'accord. Mais bon, Oui, cette limite. si vous voulez un exemple, quand on se plante une épine dans le doigt, Oui. il y a une zone rouge et dure qui apparaît autour de cette épine. Oui. En fait, ça va être les antigènes qui vont vouloir retirer l'épine. ce corps étranger. Voilà, c'est Oui. comme un autre greffon qu'on va aller que notre oui. corps va vouloir enlever. Le greffon est assimilé à un corps étranger, Voilà. finalement. D'accord. Donc c'est pour ça que les greffes de visage, avant la découverte de ce système HLA, étaient plutôt un échec. Oui, voilà, parce qu'on était un peu dans le flou. Mais maintenant qu'on les connaît, qu'on arrive à les définir, et du coup à rechercher des systèmes HLA qui sont plus proches, du coup de celui de la personne à qui on va greffer une partie de visage, il va avoir beaucoup plus de réussite. Aujourd'hui, on réussit franchement mieux nos opérations. D'accord. Alors, dans le cas où on peut trouver un donneur avec un système HLA proche de celui du receveur, mais qui comporte quand même quelques différences, comment on fait pour éviter le rejet malgré tout? Alors pour éviter le rejet, on a des traitements, donc des immunosuppresseurs, qui sont en fait des traitements où le principe est d'annuler le système immunitaire de la personne qui prend ce traitement. D'accord. Parce que dans notre système immunitaire, il y a les globules blancs. Donc comme je l'ai expliqué juste avant, les globules blancs ont des antigènes. Et dans ces antigènes, les lymphocytes Oui. sont responsables de l'attaque du greffon pour justement du coup le rejeter de notre corps. Donc avec les immunosuppresseurs, on va avoir l'arrêt de ce système immunitaire, donc l'arrêt des lymphocytes qui vont aller vouloir rejeter le greffon. Voilà, on n'aura plus de problème de rejet. Du coup voilà. Sauf que Oui, ça serait trop simple s'il n'y avait pas de mais. Évidemment. Donc vu que notre système immunitaire s'arrête, on n'a plus de défense immunitaire. Donc virus, différentes maladies, cancer, tout ça va pouvoir se développer dans notre corps. Parce que du coup on laisse rentrer tous les corps étrangers sans Voilà. les Puis même sans les les tumeurs rejeter. vont pouvoir se développer beaucoup plus rapidement sans aucune limite, oui. Voilà. D'accord, je vois. Donc on va être beaucoup plus faible. Mais bon, c'est le risque. Voilà. Donc il y a différents types de rejets qui existent.
suivant le moment où l'immunosuppression intervient. D'accord. Donc le rejet suraigu, c'est dans les heures qui suivent la greffe. En fait, c'est comme un infarctus du greffon. C'est l'arrêt D'accord. de l'irrigation de la greffe, donc la diminution des vaisseaux sanguins. Et donc du coup, notre greffon ne va plus être irrigué en sang et donc va mourir, Oui. en quelque sorte. D'accord. Après, il y a le rejet aigu. Le rejet aigu, ça, il peut survenir 4 jours après l'opération. D'accord. Et en fait, ça intervient lorsque les cellules immunitaires se manifestent par des signes fonctionnels ou biologiques. Et donc, peut avoir des lésions irréversibles parce que du coup, elles vont attaquer le greffon. Oui. Parce que le traitement n'est pas fiable à 100%. D'accord. Oui. Voilà. Problème. Et le rejet chronique, qui lui est la principale cause d'échec des greffes. Donc on a une fibrose qui va résulter de la perte des fonctions du greffon. Et donc une déformation ensuite du greffon. Sur la longueur. Voilà, en fait, D'accord. oui, ça c'est surtout, on va le voir, ça surtout sur la longueur. En fait, tout de suite après, on peut avoir le rejet suraigu. Oui. Environ 4 jours après le rejet aigu et après le rejet chronique sur la longueur. D'accord. En fait, c'est toujours un contrôle permanent Oui, sur le pour patient. greffer. Voilà. D'accord. Alors du coup, concrètement, tous les risques de la greffe, quels sont-ils? Alors, en plus du coup du système HLA et de la compatibilité, Oui. il y a d'autres problèmes qui arrivent après l'opération. Ok. Donc le risque cicatriciel, donc du coup les cicatrices qu'on aura. Oui. On appelle ces cicatrices défectueuses les cicatrices vicieuses, puisqu'elles présentent une anomalie et entraînent une reprise chirurgicale. D'accord. Donc voilà, ça peut être très compliqué pour la personne qui a ces problèmes par la suite de l'opération. Il y a différentes cicatrices vicieuses qui existent. Les rétractiles, qui ne sont pas flexibles comme les tissus normaux et pouvant empêcher du coup les mouvements. D'accord. Les ulcérés, qui sont très fragiles, c'est des victimes d'écorchures qui sont au départ superficielles mais qui deviennent permanentes. Elles se creusent et elles s'aggravent. Ah, oui. Et les hypertrophiques, qui sont douloureuses et inflammatoires. Et enfin, les inesthétiques qui peuvent être larges, colorées, irrégulières. Donc là, on aura un problème sur l'esthétique. Donc d'où le nom. Il y a aussi les risques opératoires, dont le risque anesthétique, tout ce qui touche l'hospitalisation à cause des allergies aux produits anesthétiques comme le latex. Le latex. C'est le plus souvent, c'est les allergies qu'on rencontre. Ou aux antibiotiques, donc au traitement immunosuppresseur, ça peut être très très dérangeant. C'est pour ça qu'on a différentes molécules de traitement. Ah oui. D'autres allergies peuvent être provoquées par rapport aux substances injectées pendant l'opération, ou comme la colle biologique par exemple. Ah, oui, d'accord. Pour les colles. Il y a le risque hémorragique. Donc quand on sectionne un vaisseau sanguin, ça peut provoquer un hématome. Donc là, ça peut être très très grave. Et enfin, particulièrement, le risque infectieux. Donc entre avoir une infection. Entre le contact du coup entre la plaie et les micro-organismes pathogènes. Donc il peut avoir une surinfection d'un fil de suture ou une nécrose. Donc finalement, c'est jamais terminé. Enfin, non, c'est jamais terminé. Une greffe, c'est pas une opération anodine comme je sais pas, une opération des dents de sagesse. D'accord. Voilà, c'est une opération qui va nécessiter du coup un suivi à vie. D'accord. Alors, on parle de la cicatrisation. Oui. Mais comment on fait pour que le greffon reste à sa place finalement? Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Alors, pour la suture qui consiste à rapprocher les deux matières, donc le greffon et les tissus du patient, il y a plusieurs méthodes qui existent et qui varient en fonction de l'état de la zone et des protocoles chirurgicaux. D'accord. Donc, par agrafe, donc des agrafes, pour les plaies peu profondes de l'épiderme, donc par exemple pour une structure externe. D'accord. Après, par point de suture, pour les structures internes et composées de matériaux organiques. Là, ce sera plus pour les zones sensibles, on va dire. Oui. Ou pour où il y a des organes qu'il ne faudrait pas abîmer. Et les fils sont soit résorbables ou non. Donc ça veut dire qu'ils s'enlèvent eux-mêmes. On n'a pas besoin d'une opération pour les enlever. Oui. Ou du coup, comme je l'avais dit, qui pouvait intervenir dans les allergies, la colle biologique.
D'accord. Dans le cas où le greffon n'est pas rejeté, comment il s'intègre au corps en fait et comment il retrouve sa fonctionnalité Alors, pour ce qui est des cicatrices, Oui. ça, elles vont disparaître avec le temps. Ok. Notre peau va se reconstruire. Oui. Mais après, la question surtout à se poser, c'est comment on va retrouver la fonctionnalité de notre visage, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, en fait, là, ça va être une question de nerfs. Parce que les nerfs, c'est ce qui fait la relation Oui, entre notre cerveau et le corps humain. Et le reste du Donc, corps. qu'est-ce qu'un nerf déjà? Un nerf, c'est un regroupement d'axones et de myélinisés, qui sont des lipides. D'accord. Et donc ça fait la liaison entre le corps humain et notre cerveau qui va contrôler notre corps humain. Donc la régénération, du coup, qui est la remise en fonction des nerfs après une greffe. Oui, ok. La génération, elle se fait en 3 étapes. Oui. Alors premièrement, je vais parler de choses compliquées, mais ça sera quelque chose à... Vous trirez après si vous voulez dans tout ce que je vais dire. Ok. Donc dans la première étape, le nerf latéral et axonal bourgeonne grâce au branchement latéral des nerfs. Donc là, ça va être comme une plante qui va vouloir se redévelopper dans le latère. D'accord, oui. En deuxième, c'est l'anastomose, c'est-à-dire le rapprochement de 2 structures établies ici par une chimiotactisme, qui est l'attraction ou non des cellules face à une substance chimique. Oui. C'est une chambre de régénération nerveuse qui est créée. Ok. Voilà. Et dans la dernière étape, sont les cellules de Schwann qui permettent aux nerfs de se former en assurant la myélanisation des axones. Les facteurs neurotrophiques interviennent pour préserver le neurone et assurer son développement. Ainsi, le nerf est régénéré et se développe environ d'1 millimètre par jour. D'accord. Voilà, c'est assez compliqué, mais je pense qu'il faut que vous en parliez dans votre TPE. Clair, oui. D'accord, voilà. Eh bien, tout simplement, comment on sait que la greffe est réussie? Alors, on sait que la greffe est réussie. On peut le remarquer, ça par la cicatrice. D'accord. Parce que la cicatrice fait partie du processus de guérison. Oui. C'est la preuve qu'il y a une liaison avec le derme. Pour les opérations qui ne touchent pas l'épiderme, il n'y aura pas de cicatrice. Mais pour une opération qui touche l'épiderme, il y aura une cicatrice. Cette cicatrice, elle va disparaître au bout d'un moment. Ou du moins, se fondre dans notre visage. Donc ça, c'est plusieurs détails qui vont suivre l'inflammation, éliminer les corps étrangers et les tissus nécrosés. Donc premièrement, il y a l'angiogénèse. C'est la phase où les vaisseaux sanguins se reconstruisent grâce aux vaisseaux qui existent déjà. En fait, les vaisseaux qu'on aura vont se reconstruire. Ce procédé, c'est la néovascularisation. Ok. Deuxièmement, il y a la migration. Donc la migration, c'est la formation de la croûte. Et sous cette croûte, les vaisseaux vont se reconstruire et les cellules vont migrer vers le centre de la plaie. Pour se reconstruire. Voilà. Ok. Ensuite, la prolifération. Oui. La prolifération, c'est une production massive de vaisseaux sanguins, de cellules et de fibres pour reconstituer du coup les tissus d'origine. Voilà. Et la dernière phase, qui est la plus longue, la maturation, c'est la croûte qui est remplacée, qui tombe, et donc remplacée par la peau dont les couches ont été renouvelées. D'accord. Et par la suite, le nombre de fibroblastes diminue, comme tout le nombre de vaisseaux sanguins. Et donc en fait, cette cicatrisation, c'est un petit peu la remise en fonction du greffon. Voilà. Donc toute cette réussite, en fait, c'est un petit peu tout en même temps, la cicatrisation. Voilà, j'avais parlé juste avant des nerfs, donc ça c'est plutôt sous la peau. Oui. Et là c'est sur la peau. D'accord. Des fois il faut savoir aussi que la greffe nécessite parfois la culture de cellules embryonnaires. Parce que par exemple il manque un peu de peau. Des bouts de peau. Et que notre corps ne peut pas refaire lui-même. Oui. Du coup là on va prélever de la peau et la mettre en culture. Pour agrandir le bout voilà. de peau en quelque Donc sorte. ce qu'il faut savoir c'est que 1 cm de peau prélevée en 3 semaines donne 1 mètre carré d'épiderme disponible pour la greffe. Ah oui, c'est c'est efficace. D'accord. Est-ce que c'est possible de greffer de la peau par exemple sans en prélever histoire d'éliminer tout risque de rejet de la peau construite de toutes pièces en fait?
Oui, alors comme je viens de le dire précédemment, Oui. On peut faire une culture de peau. Ouais. Et on peut en faire sur de plus grandes quantités. Alors en 2007, il y a un projet qui a été innové pour éviter les risques de maladies et de rejet. Oui. Mais aussi éviter les greffons qui sont très rares. Donc pour lutter contre ça, pour avoir beaucoup plus de disponibilité de greffons. D'accord. Donc là on a recours aux cellules souches embryonnaires humaines ou CSEH. Je vais parler plus de CSEH pour faire plus court. Okay. Donc l'avantage c'est que les CSEH peuvent donner toutes sortes de lignées cellulaires. Donc même les kératinocytes qui représentent 90% des cellules de l'épiderme, celles-ci synthétisent la kératine. La kératine qui est la protéine de pigmentation de la peau. D'accord. Voilà. Et c'est responsable aussi de son imperméabilité. Donc c'est ce qu'il y a de plus important dans la peau. Mais on peut obtenir qu'une quantité limitée de cellules filles avec ça. Et l'objectif étant d'obtenir des tissus fonctionnels ayant la même structure de couche que l'épiderme naturel. Donc de notre peau, notre peau de base en fait. Dans un premier temps, les cellules souches embryonnaires ont dû être portées dans une visée épidermique. Pour ce faire, on les a mis dans une culture pendant 40 jours. Oui. Avec de l'insuline et de l'acide ascorbique, qui est de la vitamine C. Oui. Les kératocytes que l'on obtient ont la même structure que ceux obtenus dans la source germinative de la peau. Okay. Donc là, du coup, cette culture faite in vitro permet donc de reconstruire la peau. Donc on a reconstruit de la peau. On a reconstruit de la peau. D'un petit bout, on en a fait un grand bout. Par rapport, à notre peau, on arrive à reconstruire quelque chose qui est similaire pour éviter tout ce qui est risque de rejet ou... sans aucun prélèvement. Voilà. Non, sans aucun prélèvement sur une autre personne. Juste avec des études de notre peau à nous. Oui, puis une culture pendant un certain temps. Voilà, mais du coup, ça permet de ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. Ou de dépendre de médicaments par la suite. C'est très intéressant. Voilà. Je vous remercie de nous avoir reçus encore une fois et d'avoir répondu à toutes ces questions. Là, j'espère pour vous que ça se passera bien par la suite et que je vous ai apporté quelques solutions à vos questions. Bien sûr, vous nous avez beaucoup apporté. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.